Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale et différente de celle que j'ai l'habitude de faire. Aujourd'hui, je vais me concentrer uniquement sur deux de mes lectures récentes parce que je trouve en fait que ces deux lectures font écho l'une à l'autre. Alors, pas de suspense, vous avez vu dans la miniature ce que j'ai lu. J'ai lu ce que je considère comme deux piliers de la littérature américaine, Tom Sawyer de Mark Twain et Les lois de l'attraction de Bret Easton Ellis. Pourquoi mêler ces deux livres dans la même vidéo? Ça va peut-être vous paraître totalement bizarre ou quoi, parce que Tom Sawyer, normalement, comme moi avant de lire ce livre, ça doit vous faire penser à ça. Pour être totalement franche, en fait, je voulais lire ce livre, Tom Sawyer de Mark Twain, déjà cet été en fait, parce que j'ai été aux États-Unis et que j'allais voir le Mississippi, j'allais dans l'état du Mississippi. Et donc c'est l'œuvre qui m'est venue en tête pour découvrir d'abord cet état de loin. Je n'ai pas lu ce livre cet été, je l'ai seulement fini récemment. Et peut-être que c'était bien de ne pas l'avoir lu avant, surtout dans cette édition qui a été publiée chez Gallimard Jeunesse il y a quelques années, ça date. Donc ils ont publié toute une série de classiques ou en tout cas de chefs-d'œuvre universels soi-disant pour les enfants. Et c'est une édition en fait illustrée mais également avec énormément d'à côté de petites légendes et de choses qui permettent de mieux comprendre le récit et le contexte dans lequel il a été écrit, en tout cas pour les enfants. Moi je n'avais aucune idée de quoi parlait Tom Sawyer, je me souvenais en effet du dessin animé mais seulement du générique. Mais Tom Sawyer, qui est-ce? Tom Sawyer, en fait, c'est un préadolescent, je veux dire ça comme ça. Je pense qu'il a une dizaine d'années, voire peut-être même 12-14 ans. On n'est pas très sûr, vu que Mark Twain ne nous dit pas dans le livre quel âge il a exactement. C'est un jeune homme espiègle, c'est un jeune garçon qui pourrait être candide, mais qui n'est pas tant que ça finalement. Et qui va vivre des aventures d'enfant avec ses amis, des aventures dans lesquelles il se met lui-même. Donc, il lui arrive des mauvaises aventures parce qu'il prend les mauvaises décisions. Au tout début de l'histoire, je trouvais pas ça très intéressant, les 3-4 premiers chapitres, je me dis c'est assez plat, ok on découvre la vie aux États-Unis à cette époque-là, vers les années 1800 et quelques, fin 1800, je disais bof quoi, il va falloir un peu plus pour que je puisse m'intéresser au récit. Et puis est arrivé un meurtre auquel Tom et son ami Huckleberry Finn assistent. Un meurtre dans un cimetière, bien glauque, à minuit, où le vrai meurtrier arrive à faire croire que c'est en fait une autre personne qui a commis le meurtre, donc on a une intrigue. On prend un petit peu de passion pour savoir, tiens, est-ce que Tom va faire le bon geste et avouer qui est le véritable meurtrier ou pas? Est-ce qu'il va garder ce secret? Bref, on suit Tom dans toutes ses aventures rocambolesques dans une Amérique qui se construit seulement. Attention, c'est une Amérique extrêmement racisée. C'est un récit que je trouve personnellement raciste. Du fait de la façon dont sont traités les gens de couleur, d'ailleurs il n'y a aucune personne de couleur en tant que personnage principal, sauf Joe l'Indien qui est le meurtrier et le méchant de cette histoire. La façon dont les enfants parlent également des indigènes, parlent des Indiens d'Amérique, tout ça, ça reflète bien une époque et cette Amérique fin 18e, fin 19e siècle, pardon. C'est un récit qui a vieilli malgré tout. Je suis pas sûre que de jeunes enfants qui le liraient maintenant l'apprécieraient, alors que ce livre est vraiment un pilier de la littérature américaine, a été adoré par des générations et des générations de petits Américains à travers l'histoire, à travers les âges, pourrais-je dire. Mais pourquoi est-ce que ça vieillit aussi mal? Ben, tout simplement parce que la jeunesse évolue, et ce Tom Sawyer qui se veut candide, voire un petit peu naïf, même si très très malin, parce qu'il arrive toujours à tirer son épingle du jeu, c'est plus les enfants d'aujourd'hui, j'ai envie de vous dire. D'ailleurs, c'est bien simple, à la fin de ma lecture, je n'arrive toujours pas à décider si j'ai aimé cette histoire, bien qu'elle soit pleine de rebondissements et pleine d'aventures. Je n'arrive pas... Enfin, si ça je sais, je peux vous dire à la fin de cette lecture que je n'aime pas Tom. J'aurais cet enfant face à moi, je serais en mode mais prends-toi ça dans ta tronche et tais-toi. Parce que, oui ok, il est espiègle, on peut être vif, mais là... je pense pas qu'il soit si candide et si naïf que ça. Il sait pertinemment bien qu'il fait des bêtises et qu'il va faire du mal aux gens qu'il aime et aux gens qu'il aime lui. Et pourtant, ça n'empêche pas de disparaître dans la nature pendant plusieurs jours et de seulement réapparaître le jour de son enterrement supposé.
Bref, Tom Sawyer, je comprends tout à fait pourquoi ce livre a été un pilier de la littérature au moment où il est sorti. Les États-Unis étaient encore une jeune nation, ils avaient besoin d'une œuvre fondatrice et ils l'ont trouvé dans Tom Sawyer de Mark Twain. Maintenant, est-ce que cette œuvre pose problème actuellement? Est-ce qu'on pourrait publier une œuvre pareille actuellement? Probablement pas. Il y aurait une censure de fou malade qui serait appliquée. Je pense que même aucun éditeur ne s'avancerait à publier cette œuvre si elle sortait maintenant. Les termes qui sont employés sont vraiment problématiques. Il y a des enfants qui fument aussi dans ce livre. Bref, vous imaginez un petit peu ce que ça peut être. Est-ce que je suis pour autant choquée de ça? Non, parce que je comprends le contexte de l'œuvre et donc je pense que c'est pas une œuvre à mettre dans les mains de petits enfants sans les accompagner. C'est pour ça que l'édition que j'ai lue est assez bien parce qu'il y a toute une recherche historique qui est faite pour montrer comment se passait l'école à cette époque-là, comment étaient les relations entre personnes, comment s'était propagé l'esclavage et pourquoi pourquoi l'esclavage était admis et était légal à ce moment-là. Bref, il faut accompagner les enfants dans la lecture de Tom Sawyer si vous leur donnez ce livre. Ça, c'est mon ressenti en tout cas. Et le deuxième livre dont je souhaite vous parler avant de faire le lien entre les deux, c'est celui-ci, donc Les lois de l'attraction de Bret Easton Ellis. C'est un auteur que j'avais envie de lire depuis quelques temps parce que j'avais vu une vidéo, je pense que c'était de Lemon June, mais je suis plus sûre. Oui, je suis pas certaine que ce soit elle qui ait fait la vidéo sur un des livres de Bret Easton Lewis, ou alors c'était Pineapple. C'était une des deux, mais j'ai pas été revoir avant de tourner la vidéo, désolée. Si je retrouve la vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller faire un tour ci-dessous. Et donc cet auteur, j'avais envie de le découvrir parce qu'on en parle souvent comme quelqu'un qui peut choquer, son œuvre peut choquer les lecteurs. C'est un petit peu sulfureux, enfin ça c'était mes a priori. Et en fait, quand j'ai commencé à lire ce livre, j'ai pas du tout été choquée, très honnêtement. Tom Sawyer m'a plus choquée finalement par certains aspects puisque c'est un enfant. Mais ici en fait vous allez suivre différents étudiants dans une université aux États-Unis, dans le nord des États-Unis, en 1985. L'histoire se passe en 1985 sur un trimestre. Une de mes collègues me demandait, en voyant le livre que je lisais sur mon lieu de travail, lors d'une pause, me demandait de quoi ça parle, quelle est l'histoire. Et je n'ai pas su lui résumer l'histoire en fait, puisque chaque page, sur une page ou deux, vous avez comme une espèce de journal intime de chaque personnage. Dans ce livre, donc, on va rencontrer Sean, Paul, Lauren, Mitchell aussi et Victor. Ça, ce sont vraiment les principaux. Et il va s'agir en fait de toutes leurs relations, des moments où ils vont se rencontrer, des moments qu'ils vont passer ensemble, de ce qu'ils ont pensé l'un de l'autre et ainsi de suite, de leur situation amoureuse, de leurs relations sexuelles, etc., etc. Alors oui, la situation évolue, mais les relations entre tous ces personnages sont tellement complexes. C'est un petit peu comme si je vous mettais un résumé des Feux de l'amour, machin, est avec Bédule, etc., ou Plus belle la vie. C'est difficile à suivre ou à expliquer, en tout cas pour quelqu'un qui n'a pas lu le bouquin. Ce qui est frappant dans ce livre, en tout cas, ce n'est pas seulement les relations que peuvent tisser les différents personnages, des relations sexuelles totalement décomplexées, hein, machin couche avec A, B couche avec B et B recouche avec machin. Bref, on s'y perd de temps en temps. Il y a aussi tout l'aspect de la drogue qui est apparemment en libre circulation sur ce campus. Alors, moi en tant qu'étudiante, j'ai jamais vécu des situations pareilles, mais en 1985, peut-être, pourquoi pas, aux États-Unis, peut-être que c'est possible. Je pense que Bret Easton Ellis a grossi le trait, à mon avis, quand même de certaines choses. Je suis pas certaine que ce soit si véridique que ça, mais bon, pourquoi pas, hein. Peut-être que je me trompe et que je suis trop naïve. Ce qui est particulièrement frappant, en tout cas dans ce livre, c'est le style de Bret Easton Ellis. Il écrit de manière très hachée, très saccadée, en tout cas très rapide. Chaque phrase est assez courte finalement, on a très peu de dialogue, même si on en a un petit peu. Il n'y a pas de chapitre dans ce livre, il n'y a pas de parties différentes, on ne sait pas où on en est dans le récit, sauf quand on a le livre physique en main et on voit qu'on arrive finalement à un tiers, à la moitié et à la fin du livre. Mais vous ne savez pas sinon où vous allez. Donc très peu de dialogue, un style très incisif, il n'y a pas beaucoup de descriptions, mais pourtant vous avez vraiment une ambiance qui plane dans ce livre grâce au style d'écriture de l'auteur qui est extrêmement rapide. Une caractéristique aussi de l'écriture de Bret Easton Ellis, c'est le name dropping, je pense que ça s'appelle comme ça. C'est en fait toutes les références qu'il peut y avoir à des œuvres extérieures. Il y a énormément de morceaux de musique qui sont cités, par exemple,
dans cette œuvre de peintres, d'artistes divers et variés, etc., etc. Pour répondre à la question si j'ai aimé ce livre, j'ai apprécié la lecture qui était assez rapide. C'est pas une œuvre qui me marque énormément en elle-même. Par contre, et c'est pour ça que je vous en parle dans la même vidéo que les aventures de Tom Sawyer, je trouve que ces deux œuvres se font écho. Pourquoi allez-vous me dire? Tout d'abord, en fait, ces deux livres sont considérés comme des piliers de la littérature américaine. Tom Sawyer, à un moment donné, en fait, a été publié à un moment donné où l'Amérique se construisait et avait besoin d'une œuvre fondatrice. Quoi de mieux que les aventures d'un jeune garçon pour exprimer cela et le rêve américain, comme quoi on pouvait explorer, on est dans un monde relativement sûr, bien qu'il y a un meurtre et un méchant, etc. Mais voilà, les aventures d'un jeune garçon à l'école, en dehors de l'école, dans la nature avec ses amis, quoi de mieux finalement pour le rêve américain. Cette œuvre-ci, par contre, Les lois de l'attraction, ou en tout cas toute l'œuvre de Bret Easton Ellis, elle relève d'une autre génération, d'une génération un petit peu désenchantée, je vais dire ça comme ça, et qui a un sens peut-être, en tout cas pour une partie de la société américaine, un sens très critique sur la société de consommation que peut être la société américaine. Dans les années 80, il y a eu des excès absolument horribles selon moi, par rapport à la consommation, c'était à qui allait avoir la plus grande tour, qui allait construire tel truc ou tel truc ou tel truc, enfin voilà, on était vraiment dans l'opulence la plus extrême. En tout cas, c'est ce qui apparaît si vous regardez à nouveau des publicités des années 80, des séries qui se replongent dans les années 80, regardez Stranger Things, on voit très bien que cette opulence qui est là dans la saison 3, avec ce mall, comment on appelle ça en français? Le shopping center mall, ce centre commercial, bref voilà, c'est un petit peu ça qu'on retrouve dans les lois de l'attraction et en tout cas ce que Bret Easton Ellis veut dénoncer. Autant Tom Sawyer est adoré finalement par les Américains, à mon sens, autant celui-ci n'est pas tant apprécié que cela. C'est ça qui est intéressant selon moi, parce que Tom Sawyer et Sean, un des personnages que l'on suit dans les lois de l'attraction, en fait ce sont les mêmes personnages. Selon moi, en fait, Sean, c'est juste Tom qui a grandi et qui est à l'université et qui aurait grandi dans notre société contemporaine, ou en tout cas dans les années 80, fin 70, années 80. Ce sont vraiment deux personnages très 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 similaires. Tom Sawyer, tout au long de l'œuvre, dans les aventures de Tom Sawyer, il est assez intrépide, il se tracasse pas des conséquences de ses actes, il y va, il y fonce, il trouve toujours un moyen pour s'arranger, vivre ce qu'il a envie de vivre, par exemple sécher les cours, par exemple vivre une aventure avec ses amis. C'est lui le chef de la bande également, il a une certaine aura sur les élèves de sa classe et c'est tout à fait ça ce qui se passe avec Sean. Sean, dans les lois de l'attraction, va vraiment attirer le regard de beaucoup de personnages. Il y a Lorraine, il y a Paul et il y en a d'autres encore. J'ai eu l'impression moi que c'était vraiment un des personnages centraux et que c'était lui sur lui que se passait le livre, même si on ne commence pas, même si on ne débute pas l'histoire avec lui, le livre se termine sur son point de vue. Et en fait, Sean est comme Tom, il est assez intrépide, il vagabonde beaucoup, il va trouver des bons plans pour pouvoir vivre sa vie comme il l'entend, donc se droguer, avoir du sexe, se faire toutes les nanas possibles et inimaginables, suivre ses propres désirs, ses propres envies sans filtre finalement, comme un enfant qui n'a pas grandi et qui n'a pas encore appris les lois sociales, je veux dire ça comme ça. Et c'est ça qui est marrant finalement dans les lectures possibles et imaginables qu'on puisse faire, c'est que le hasard vous fasse découvrir en fait deux œuvres qui se font écho, puisque je ne savais absolument pas que j'allais pouvoir tirer un lien entre ces deux œuvres. Alors peut-être que tout mon blabla vous a perdu parce que comme vous le savez je prépare pas beaucoup mes vidéos et je vous ai donné mon ressenti à chaud sur ces deux livres. Je les ai finis vraiment très récemment et j'ai pas vraiment poussé l'analyse plus que ce que je viens de faire avec vous. J'espère en tout cas que j'ai été quand même relativement claire et que vous n'allez pas me dire non tu tires des conclusions sur la comète quoi. Hein. Mais en tout cas, je ne peux que vous encourager à lire ces deux œuvres qui sont très intéressantes, même si très différentes. Alors c'est clair qu'en lisant Les lois de l'attraction, vous n'allez pas vous fendre la poire, hein, c'est pas une œuvre marrante. Tom Sawyer, j'ai pas non plus trouvé que c'était une œuvre hyper marrante, ça m'a pas fait rire, mais ça passe bien, hein, ce sont des aventures d'enfants, comme je vous l'ai dit, et c'est assez sympa à lire. J'espère que ce nouveau type de vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu dernièrement, ça m'intéresse, et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et pourquoi pas la partager. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, à la prochaine, bye!